Salut Léa, c'est bon, c'était là dans le bon sens. Bon, eh ben en tout cas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et bravo pour ton travail qui mérite vraiment d'être reconnu. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, on va parler aussi de tes pièces, on va parler aussi de tes émaux, voilà. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours à la céramique? Est-ce que c'est une première voie? Est-ce que c'est une reconversion? Voilà, comment est-ce que tu aimes pratiquer la céramique aussi? Euh, ouais, bah déjà merci du coup de la proposition pour cette petite vidéo, c'est très sympa. Et moi en fait c'est pas la première voie parce que à la base j'ai un master de sociologie, donc rien à voir. Euh, Après quoi j'ai été travailler en Allemagne et c'est là où j'ai un peu bifurqué vers la céramique au sens où j'en faisais de manière amateur, mais où c'est devenu de plus en plus prégnant dans ma vie. Et ce qui est difficile en France, je trouve, quand on commence un cursus scolaire, c'est que c'est soit la pratique manuelle, soit la pratique intellectuelle. Et que si tu es un peu intellectuel, on va pas du tout te porter vers tes réflexions manuelles, quoi. Et donc moi, comme j'avais un peu les deux, j'ai d'abord fait mon truc de sociologie. Après, j'ai dit non, mais en fait, pas du tout. Euh, et donc, je me suis formée à la céramique au CNIFOP en 2018. Donc, une première année de tournage vraiment technique où on apprend pendant un an à tourner euh, voilà, des bols, des tasses, des théières. Et après, j'ai enchaîné avec la maison de la céramique. Et donc, Et je- céramique, ça c'est un an où en fait tu as un mentor qui te suit, c'est ça? Oui, c'est Donc, ça. T'as un tuteur ou une tutrice. Et l'idée, c'est t'as des workshops en fait toutes les semaines avec des céramistes de France et d'Europe qui viennent un peu t'apporter leur technique. Et à travers cet apprentissage, ben après, petit à petit, toi, tu crées un peu ton univers, quoi. Et ça a été un peu révélateur parce que moi, je pensais pas du tout faire de la sculpture à ce moment-là. Et en fait, petit à petit, je suis tombée dedans et j'avais plus envie de faire autre chose, quoi. Et donc, les 5 derniers mois à la Maison de la Céramique, tu prépares vraiment ton expo perso. Et, hum, et voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à esquisser un peu le travail que j'ai aujourd'hui, quoi. ok. Alors, on a une question. Ouais. Bah, tu vas y répondre et je donnerai aussi mon point de vue. C'est comment débuter en tant qu'amateur? Eh ben, comment débuter? Tu veux dire comment t'installer? Je pense comment débuter la céramique en tant qu'amateur. Ah, comment débuter la céramique en tant qu'amateur, c'est par le plaisir, quoi. C'est-à-dire que plus tu prends plaisir à faire, plus et aussi, moi, ce que je regrette presque de ma pratique d'amatrice du début, c'est aussi une certaine naïveté, un truc très agréable de tu fais, tac, tu trouves ça beau, et ça, c'était quand même très, très plaisant dans les débuts. Parce que aujourd'hui, j'ai encore parfois, mais où maintenant mon œil il est aiguisé et il fait il est aussi plus sévère, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que moi j'aurais aimé garder, comme un peu un truc de l'enfance que tu gardes. Euh, ouais, voilà, de spontanéité qui arrive encore, hein, heureusement dans ma pratique. Mais en tout cas, moi, je trouve que quand tu commences en tant qu'amateur, c'est ça qui est trop chouette. C'est de te laisser un peu porter par ce qui est fait, quoi. Ok. Et donc, oui, après, où on va chez un professionnel, où est-ce qu'on achète du matériel, ça, tu pourras trouver. Envoie-nous un message, je te répondrai, mais tu as des revendeurs comme Sigal et Fourmis, Serradel ou d'autres pour aller trouver sous l'argile et ainsi de suite pour aller trouver son matériel. Donc, toi, t'as commencé par la sociologie. D'ailleurs, tu pourrais, c'était Flora Bajard, la sociologue, qui s'était penchée sur la céramique. Toi qui, Ouais, mais après, c'est autre chose, quoi. Moi, je fais pas de la céramique pour l'étudier pour l'instant, en tout cas. Donc, donc toi, tu as commencé là-dedans. Tu t'es formé à la pratique, au tournage en série, et puis après, tu as trouvé ta créativité. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises comme technique dans ton atelier? Est-ce que tu es resté sur le tournage? Est-ce que tu es parti plutôt sur le modelage? Et comment, tu as quand même un travail qui est hyper bosselé, comment est-ce que tu travailles ces deux? eh ben,
Du coup, moi, je travaille encore un peu le tournage, mais c'est devenu plutôt une technique euh, parallèle, quoi. C'est-à-dire que j'ai plutôt une palette de techniques et après, quand j'ai une forme en tête, je me dis, OK, bon, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette palette de techniques pour la faire? Donc, j'ai pas trop une technique de prédilection aujourd'hui, mis à part que j'adore faire des formes au colombin plutôt. Mais après, j'ai plein de techniques que j'utilise, que j'ai appris dans des stages ou chez des vieux potiers à la borne qui font des trucs incroyables. Et le tournage, ça me sert encore, mais plutôt dans des petites formes ou quand j'ai besoin vraiment de créer des choses très symétriques, justement. Euh, et voilà. Et en fait, comme j'aime plus trop cette symétrie du tournage, je suis partie vers autre chose, genre de... Ok. Toi, qu'est-ce que tu utilises comme terre? Est-ce que tu es resté sur le grès comme tu faisais à Saint-Amand? Est-ce que tu es parti explorer la porcelaine parce que tu aimes les couleurs vives? Alors, je travaille le grès, mais qui est pas le grès de Saint-Amand. Je travaille un grès qui s'appelle le grès de Baillet, qui est une terre qui est faite dans le centre de la France. C'est en fait une terre de verrier à la base. Je crois qu'il coule le verre dans des espèces de creusets dans cette terre parce qu'elle est très réfractaire. Et en fait, au début, comme j'ai commencé à faire des grosses formes, des très grosses formes, j'ai essayé ce grès qu'on conseillait justement pour sa capacité à tenir, à supporter, à pas s'effondrer. Et en fait, je suis restée avec ce grès parce qu'il est super. Il se modèle très bien. C'est super agréable. J'arrive plus à revenir au-dessus. Ok, bon ben un bon tips quoi. On a eu plein de questions, toi, sur tes émaux, en fait, sur les couleurs aussi que t'as choisi ce parti, alors que c'était quand même pas forcément la tendance il y a quelques années, c'était vraiment la tendance à la sobriété de prendre parti de la couleur. Comment est-ce que tu arrives à avoir des couleurs aussi vives que ça avec du grès? Non, c'est pas vrai. Non, bah du coup justement, je travaille le grès, mais quand j'ai envie d'avoir des couleurs très vives, je travaille des émaux avec une forte base de porcelaine en fait. Ce qui fait que ça fait ressortir soit les colorants, soit les oxydes. Et puis après, selon les familles d'émaux, il y a aussi des émaux qui permettent, typiquement les My Gloop que j'utilise aussi. Enfin, la famille des émaux Gloop, c'est des émaux très magnésiens qui font que quand tu mets du colorant dedans, ça rend aussi beaucoup plus vif les couleurs. Enfin, ça rend très bien les couleurs. Après, c'est aussi, en fait, c'est toujours des questions d'équilibre, quoi, et d'utiliser les bonnes matières. Enfin, parce qu'il y a des colorants qui, si on les chauffe trop fort, bon bah ils disparaissent. Hein, ça arrive, ça arrive. Donc voilà, c'est du test. En fait, c'est toujours de l'expérimentation. Et moi, l'idée, c'est que je pars d'une envie. Je me dis, bon, j'ai envie d'avoir un rose flash. Bon, ça, j'ai jamais eu, mais, et donc, je cherche dans cette direction, quoi. Donc, les premiers essais, c'est moche et souvent, ben, c'est pas rose mais voilà, c'est de la recherche petit à petit. Tu mets combien de temps à peu près pour mettre au point chacun de tes émaux? Bah là, ça fait un moment, j'ai pas refait de session de recherche depuis cette année parce que ça s'est enchaîné les expos, donc je suis restée sur les émaux que j'avais. Mais généralement, je me donne des périodes d'un mois où je fais que de l'émail à l'atelier. Donc enfin ça demande d'avoir du temps en fait. Souvent c'est l'hiver, je me dis bon allez, je me prends un mois et de ces un mois, il ressort deux, trois émaux que moi j'aime, mais voilà, c'est du travail. Ben, franchement, la recherche des mots, nous, on en fait quand même régulièrement, mais c'est vrai que ça prend le moment où tu réfléchis ta recette, où tu vas faire le ressort, où tu t'interprètes tes résultats. Ouais, et où après tu le testes en plus grand et là tu dis oh non. Et l'émail, c'est ingrat, hein, et c'est pour ça que je trouve que le faire par phase, c'est pas mal, parce que tu te fais une bonne phase, c'est ingrat, donc t'en as un peu marre, mais après tu peux justement utiliser ces émaux et aller vraiment au bout. Et donc, toi, tu joues sur les textures. Donc, en fait, t'as deux textures. T'as souvent, en fait, un émail. Alors, je sais pas si c'est émail plutôt ou en gomme. Et après, d'autres émails. Comment est-ce que tu vas travailler les deux? Est-ce que tu les travailles de la même manière? Est-ce que c'est deux process différents? Ouais, c'est deux process complètement différents qui à la base étaient une erreur en fait même.
parce que donc j'avais cette texture un peu mousse là qui est sur certaines pièces mat, qui est pas un émail ni un engobe, c'est un peu entre les deux. Ça s'appelle engobe vitrifié. Donc c'est de l'engobe auquel on rajoute des fondants, les matières qui font fondre, ou un émail auquel on en enlève. Mais donc c'est vraiment de l'entre-deux. Et j'avais cette texture, et c'est une texture qui est très longue, que je projette au pistolet. C'est assez long à faire. Et j'avais raté parce que j'étais restée un peu trop longtemps sur une partie. Et puis je m'étais dit ah non, c'est mort, ça fait 1 heure que je suis en train d'émailler, c'est hors de question que je recommence tout. Et donc j'ai caché la première fois avec un bout d'émail. Je me suis dit oh, je vais mettre ça là, on verra ce que ça donne. Et en fait la première pièce, c'est la pièce jaune jaune et rouge qui est sur mon compte Insta et qui est sortie trop belle. Et là je me suis dit waouh, il y a un truc génial là-dedans, mais ça part d'une erreur, il faut que je l'avoue quand même. Et souvent, c'est ça, hein, tu vois, c'est ce qui est pas maîtrisé. Même les plus belles choses, quoi. Ouais. Ben ouais, maintenant, ce qui est génial aussi, c'est de trouver comment maîtriser ce qui est arrivé par erreur. Et c'est ça que là, j'aime faire dans ces pièces-là, en tout cas ces pièces doubles, parce qu'il y a une part du four qui donne quelque chose et une part de moi qui invite à couler d'une certaine manière, parce que du coup l'émail gloop, je le travaille en le séchant en fait. Je le fais comme un émail normal et je le sèche et je le modèle. Et donc ça fait que je choisis un petit peu la courbe qu'il va prendre, mais je choisis jamais la finalité totale Oui, de la pièce. après la fusion entre. C'est la coulure quoi. Ben, c'est ça. Et comment tu fais pour protéger tes plaques de four? Parce que tu as quand même dû avoir quand même pas mal de dégâts sur tes plaques, non? Ouais, mais alors les hémogloobes, c'est une famille des mots qui se tiennent quand même bien. C'est pas les émaux où parfois qui coulent ou on en a tout partout dans le four et c'est cata. Là, c'est des émaux qui se tiennent bien et donc moi je mets juste de l'alumine en poudre sur mes plaques, mais vraiment une très fine couche. Hein. Et après, ben ça se décolle très bien. Je récupère l'alumine parce que ça coûte cher et je remets à chaque fois le petit tapis. Oh, ouais, franchement, magnifique. Euh, donc toi aujourd'hui, donc tu réalises plutôt des pièces sculpturales. Mais comment tu vends tes pièces? Est-ce que tu vas plutôt dans des salons? Est-ce que tu fais des marchés? Est-ce que toi tu vends plutôt en ligne? Comment tu fais? Eh ben, je fais un peu de tout, mais je fais pas. Je fais vraiment plutôt des salons de céramique spécialisés, de céramique contemporaine, ou pas forcément contemporaine, mais en tout cas des salons où je sais que les gens vont quand même connaître un peu le monde de la céramique, parce que sinon, déjà, bah, les prix sont quand même. Enfin, il faut les comprendre. Et puis, il y a aussi la question de la sculpture, hein, qui est quand même un gros délire à vendre, parce qu'on se dit, mais qui va acheter ça au début? Et en fait, ben, c'est très chouette parce que cette année, j'ai fait différentes expos, justement, j'ai fait des salons et des marchés aussi, le marché de Bussière-Badille, par exemple, ou le marché des Tupiniers. Et en fait, c'est quand même des espaces où les acheteurs viennent pour. Enfin, c'est assez vaste, en fait. Il y a quelqu'un qui fait de l'utilitaire très tradi qui peut tout à fait bien vendre et quelqu'un qui fait de la sculpture complètement chelou qui peut aussi tout à fait bien vendre. Et ça, c'est assez chouette parce qu'en plus, ça permet la rencontre entre potiers et céramistes. Enfin, c'est aussi des moments très sympas, quoi. C'est quoi pour toi la différence entre potier et céramiste? Non, je dis des potiers céramistes pour inclure tout le monde, mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est plutôt une différence dans l'esprit où le potier serait le tourneur et le céramiste plutôt le modeleur. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est quelqu'un qui travaille la terre, quoi. Et au niveau du public que tu as entre les salons et les marchés, est-ce que toi tu vois une différence? Non. Non, je dirais que franchement, c'est un peu pareil. Là où c'est différent, c'est quand c'est des expos un peu plus privés. Là, j'en ai fait plusieurs cette année où c'est plutôt chez des collectionneurs. Où là, bon, c'est des publics peut-être moins avertis de céramique, mais avec des budgets aussi plus conséquents. Par exemple, sur les marchés et les salons, moi, je vends très peu les grosses pièces. Parce qu'en fait, c'est quand même des choses de niche. Dans le, dans les marchés, bah, il y a quand même des plus petits budgets. Oui, oui, oui. Faut alterner les deux, en fait. Ouais. Faut avoir repéré les petites pièces et les réfléchir avant de les acheter. Et là, ouais, j'en avais discuté
au marché, sur un marché où il y avait un carré scooter avec une scootrice. C'est ce qu'elle me disait, en fait, ça permet d'avoir un premier contact avant que les gens reviennent vers toi sur ton site. Oui, voilà, Hop. la sculpture, c'est ça, c'est quand même toujours un processus de bon, est-ce que j'achète pas? Il y a le coup de cœur, bien sûr, mais après, il y a aussi, un processus tu sens que les gens, ils ont besoin de réfléchir et de te revoir et de revoir les pièces. Et, et en fait, c'est sympa aussi parce que ça fait qu'il y a des gens qui reviennent assez souvent. Là, par exemple, j'étais à Lyon et il y a des gens de Toulouse de l'année dernière qui sont venus exprès pour revoir et j'ai trouvé ça trop sympa parce que ça fait presque des petites relations. Ils viennent tous à Lyon pour venir. Ouais, ils en ont profité pour faire des vacances. Hein. À quoi ressemble une semaine de Léa? Oula, ça dépend des mois, ça. Euh, j'ai c'est très variable parce que c'est quand même très dans des périodes soit de rush, donc je peux être non-stop à l'atelier et le week-end et parfois je travaille aussi le soir, donc ça peut être jusqu'à 3 heures. J'ai fait une fois. Où vraiment, c'est l'intensité, il faut lancer les fours et ça dépend, je pense, de qui on est. Mais moi, je suis une personne qui travaille en dernière minute souvent. Donc, la céramique, ça me permet pas trop ça, mais ça fait que je suis dans des périodes de rush souvent. Et donc après, je reviens des expos et j'y vais pas pendant une semaine. Voilà. Donc, c'est vraiment très variable. Mais l'idée, c'est que cette année, par exemple, j'aimerais bosser un peu plus en hiver, bosser la créa vraiment. Parce que la saison d'expo, je me suis rendu compte que c'est tellement intense en, en courir partout, charger, décharger, qu'en fait, il y a plus de créa, quoi, à ce moment-là. Donc, il faut trouver le temps de la créa parce que sinon, tu perds l'envie, quoi. Ben ouais. Mm. Et c'est justement pour ça que tu fais aussi ce métier. C'est pour la création. Ah oui, voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de la céramique? Oui, alors ça dépend ce qu'on entend par vivre, hein. Mais et aussi là, je pense que la vie à Paris est pas la même vie que moi. J'habite en campagne, donc Attends, on habite à Agen. ah bon? Ah mais vous n'étiez pas à Paris? Pas du tout. Je ne demande pas. Ah oui, mais pas du tout. J'étais persuadée. Bon, après, Agen, c'est quand même une ville, mais en tout cas, moi, là, cette année, j'en ai vécu. Enfin, j'en vis. Euh, et ouais, j'en ai bien vécu. Après, c'est toujours une certaine précarité, mine de rien. Parce que c'est pas que j'ai vécu sur un an, mais je peux dire j'ai vécu de la céramique, mais je sais pas ce que ça sera l'an prochain, par exemple. Et donc, ça, c'est quand même à prendre en compte, je trouve. Voilà, quand on commente, par exemple, la céramique. Précarité. Comment? Ça te fait peur, cette précarité? Ouais, en tout cas, je pense que ça peut être usant, je me dis. Après, je suis quand même trop contente et je regrette pas du tout. Donc ça veut dire que ça vaut le coup. Mais c'est sûr que on n'a pas un salaire tous les mois qui tombe. Donc ça, c'est quand même autre chose, quoi. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. C'est jamais acquis, quoi. Il faut aller chercher les salons, il faut candidater, il faut créer des pièces en même temps, être ton photographe, faire tes photos, faire un peu ton Insta pour dire coucou, je suis là. Et mine de rien, c'est énorme en travail par rapport effectivement au financier. Mais en fait, l'équilibre se joue ailleurs, quoi. Ouais. Combien de temps te prend la conception d'une pièce? Parce que toi, tu fais tes pièces au Colombin. Donc, toute cette partie séchage, combien de temps te prend la conception d'une pièce et comment est-ce que tu gères aussi toute cette partie séchage? En fait, je sèche pas les pièces. Moi, j'essaye de bosser je crée plusieurs pièces en même temps quand je fais du gros. Donc souvent, je crée 3 pièces. Parce que si j'en fais plus, après, souvent, il y en a une qui lâche parce qu'en fait, j'arrive pas à suivre. Mais je trouve que 3 pièces, c'est un bon deal. Parce que quand j'avance une pièce, par exemple, 3 colombins, je vois qu'elle est un peu fébrile et tout, je passe à une autre. Et puis j'échange comme ça, en fait, à longueur de temps. Et donc, je pourrais pas dire combien me prend une pièce, mais c'est plus, généralement, je dirais que je prends une semaine, 2 semaines à faire 3 pièces, quoi. À mener 3 pièces de front. Ok. Et après, quand même, il faut que tu les laisses sécher lentement. Ouais,
je laisse sécher lentement. Après, parfois, je suis à la bourre parce que, comme je t'ai dit, je travaille parfois juste avant les expos. Et donc, je mets parfois à bassiner dans le four. Je fais sécher un peu dans le four, très lentement. D'accord. Nous, on utilise ça pas mal aussi au studio. Ouais. Et pour les pièces qui craignent un petit peu, et souvent, en fait, on laisse 10 heures à peu près à 80 degrés. Comme ça, Ouais, voilà, moi, je fais ça. on évite les gros dégâts, quoi. C'est ça. Parce que quand t'as une pièce qui pète dans le four, c'est pas drôle, hein. J'ai déjà eu. Et souvent, c'est ça. Après, t'as les dommages collatéraux. T'as qu'une pièce qui est touchée, déjà c'est pas mal. Si quelqu'un veut se lancer dans les textures et les couleurs comme toi, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, que ce soit au niveau des matériaux de base, même au niveau tu as des techniques d'application, de l'émail, comment faire? Qu'est-ce que je conseillerais? Ben, en fait, je j'ai pas de conseil direct au sens où je pense que, étant donné que c'est de l'expérimentation, enfin, l'émail, il faut vraiment avoir envie de se dire, allez, je me prends du temps et je rentre là-dedans et j'y vais, j'expérimente. Parce qu'en fait, sinon, on sort pas grand-chose, hein. Et après, Comment tu t'es formé, mais comment ces mots, toi? ben, moi, j'ai eu la formation de Xavier Durossel, qui venait en fait à la formation. C'est un céramiste, je sais pas si tu le connais, du sud de la France, qui est un très très bon émailleur. Et en fait, lui, il venait une fois par semaine à la Maison de la Céramique pour faire un peu le point sur nos recherches, on en est où, etc. Et nous aider un peu pour les directions. Ce qui m'a permis maintenant de me dire, quand je fais mes propres recherches, de me dire, bon, bah ok, là j'ai ça, ça marche pas, qu'est-ce que je fais pour essayer d'améliorer cet émail? Et ça, c'est important en fait, parce que sinon, seul, je pense que commencer l'émail tout seul, c'est impossible. Il faut absolument un bagage parce que c'est trop vaste, quoi. Et aussi des directions. Et après, moi, j'émaille au pistolet et je trouve que c'est une technique d'émaillage qui demande du matériel. Donc ça, c'est un peu chiant parce que ça te rend dépendant du matériel, mais en même temps, ça donne un rendu qui est quand même génial, quoi. Enfin, moi, j'adore l'accumulation justement de la matière grâce au pistolet, quoi. Et t'as pris quoi comme cabine d'émaillage? T'as pris une cabine d'émaillage à rideau d'eau, des cintres? Ouais, avant, je faisais dans un carton et pendant longtemps, hein. Et maintenant, j'ai une machine à rideau d'eau, ouais, que j'ai récupérée d'un vieux potier qui a arrêté son activité. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'en fait, quand même, l'émaillage au pistolet, c'est quand même beaucoup plus toxique, hein. Donc, il faut vraiment, je pense, un masque et une cabine à rideau d'eau. Mais bon, une cabine à rideau d'eau, c'est un petit investissement, quoi, ouais. Et ça prend de la place aussi, c'est quand même gros. C'est ça aussi, hein, ça peut-être pour un inconvénient. Et C'est vrai, mais ouais. Je me dis qu'à partir du moment où on est maillot pistolet, il y a plus le choix parce qu'en fait, tu vas pas mettre ta santé en jeu. là, c'est ça. C'est ça. Moi, tu vois, j'avais là au studio, on a une cabine à rideau d'eau. Et moi, chez moi, j'ai la cabine banison d'eau et avec une extraction d'air. Ouais. Qui est un peu plus petite, mais c'est vrai que ça prend quand même de la place. On a la place, c'est clair. Les quand on commence au pistolet, après tout dépend le rendu que tu cherches. Je sais que Marion Gros, elle s'était acheté une cabine comme ça d'émaillage qu'elle a revendue direct parce que ce qu'elle aimait, c'était les couleurs et les petites variations. Mais ouais, moi j'adore aussi. Ouais, moi je déteste les coulures, du coup je peux pas. Et comme je suis pas une très bonne émailleuse justement en trempé, c'est un très bon compromis. Mais c'est vrai que si t'aimes les coulures ou alors si t'es très minutieuse dans l'émaillage, moi c'est sûr que je conseille pas de venir au pistolet parce que ça demande le compresseur, le pistolet, la machine. Quand ton compresseur est en panne, c'est la panique. Enfin, c'est quand même des contraintes qui se rajoutent, oui, mine de rien. Le pistolet, il faut bien comprendre comment tu le règles. Ouais. Donc, je t'ai interrompu. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les couleurs comme toi? Ben, je lui dirais d'aller faire un petit stage d'émail d'abord et et après ben de tester en fait au maximum, hein. Moi je teste tout le temps et même dès que j'ai un nouvel émail, hop, je le reteste avec toutes les couleurs, tuc 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 pour voir ce qu'il donne parce qu'en fait, il y a des émaux qui marchent pas du tout. C'est des beaux blancs et puis si tu leur rajoutes de la couleur, en fait, ils font une neige, enfin c'est pas très beau. Donc c'est vraiment tout le temps testé.
moi, je conseillerais d'être rigoureux dans l'expérimentation et de pas de. Et toi, tu travailles plus avec des colorants de masque qu'avec des oxydes métalliques? Oui, en proportion. Après, je travaille pour certaines couleurs quand même avec des oxydes. Par exemple, pour le rose, je travaille avec le chrome. Pour les verts, plutôt avec le cuivre. Mais enfin les bleus. Mais oui, je travaille quand même plutôt avec les colorants parce que ça permet des couleurs que t'aurais pas du tout. Et ça reste des oxydes mélangés. C'est juste, c'est pas toi qui fais les mélanges, quoi. Mais Oui, c'est ça. oui. Oui, et puis même tu peux aussi prendre tes oxydes métalliques, tes colorants de masse et les colorer et les ajuster avec tes oxydes métalliques aussi. Ah, moi, je fais tout le temps ça. J'ai juste les couleurs un peu premières des colorants de masse. Et je fais les couleurs, par contre, je mets du bleu et du rouge pour faire du violet. Et ça, je trouve que du coup, t'obtiens beaucoup plus les couleurs que tu souhaites, quoi. Parce que, par exemple, le orange, il est jamais beau si tu l'achètes tout fait, quoi. Enfin, j'ai jamais trouvé. Ouais, bon, mais top. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Et donc, toi, l'année prochaine, c'est quoi tes objectifs de l'année prochaine? C'est quoi tes grands rendez-vous? On peut te trouver et tout. Alors, là, en ce moment, c'est la période quand même où plutôt on candidate. Donc, pour l'instant, j'ai pas toutes les réponses, mais il y a déjà, je serai au Carré Sculpture de Giroussens. Je sais pas si t'étais là. Eh ben, c'est Ouais, interviewé l'an dernier. oui, j'imagine, du coup, comme tu disais. Donc ça, c'est génial, hein. Et après, je retourne au Tupinier à Lyon. Donc, Ouais. super aussi. Et puis, j'ai une expo chez une collectionneuse qui est une expo ouverte, mais qui est dans le Pays Basque en août. Et où j'étais déjà l'an dernier aussi, trop sympa. Ouais. Et c'était où dans le Pays Basque? C'est à Star, un tout petit village très joli. Ça permet de faire des vacances et de voir de la céramique. Ouais, c'est magnifique. Et en plus, il y a un marché qui est assez connu, la Bastille, Oui, la Bastille de Clérans. la Bastille de Périns, ouais, qui est en septembre, début septembre. Ouais. Bon, mais top. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager 2 livres d'inspiration ou 2 films d'inspiration, si tu préfères? Oui, alors, d'inspiration, je sais pas. En tout cas, moi, il y a un livre pour les émaux que j'aime beaucoup. Donc, comme on est aussi sur le thème de l'émail et de la texture, c'est le livre de Mathès, qui est un gros livre qui est un gros livre blanc là, qui a l'air assez indigeste, mais qui au final est quand même une bonne bible quand on veut commencer, par exemple. Et aussi, il y a un petit livre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Éloge de l'ombre. Je sais pas si tu connais, qui est un film, qui est pas un film, qui est un petit livre d'un auteur japonais, mais dont j'ai oublié le nom. Et en fait, qui traite très bien du rapport à la lumière aussi, du rapport à la matière. Et moi, je trouve que c'est trop chouette justement quand on travaille les émaux et la texture, de les réfléchir aussi en rapport à la lumière, parce que c'est ce qui fait tout en fait. Et que du coup, dans la façon d'exposer, dans la façon de créer, ça vient jouer sur les pièces, sur ce qu'elles disent, la manière dont elles communiquent. Voilà. L'éloge de l'ombre, ça s'appelle, mais je sais plus le nom. Bon, ben, je regarderai. Robert, top. Et ben, merci pour tout. Merci. C'était top. Et ben, au plaisir de se croiser peut-être l'année prochaine. Ah, du coup. Allez, Salut. tout le monde d'avoir écouté. Et bonne journée. Alors, attends, dernière question. En parlant d'inspiration, est-ce que vous pensez que certaines de vos connaissances, déjà dans le milieu artistique, vous a influencé à devenir céramiste? Certaines de mes connaissances, Ouais. mes connaissances des gens que je connais ou de mes connaissances, mes compétences? De tes connaissances, des gens que tu connais? Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. J'ai eu une coloc pendant très longtemps qui est une artiste qui s'appelle Léa Cool, qui est allemande, qui est une super artiste et c'est grâce à elle, je pense aujourd'hui que je suis céramiste. Bon, ben, super. Eh ben, merci pour tout. Avec plaisir. Bye bye. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.